Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au lancement de la programmation de cette 21e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Merci à la Cinémathèque québécoise et à son équipe qui nous accueille ce matin, ainsi que plusieurs autres pendant le festival. Avant de débuter, j'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes sur des territoires traditionnels autochtones. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour honorer nos connexions avec les peuples autochtones et à reconnaître nos responsabilités envers eux. Donc, ici, à ma gauche, nous avons Bruno Dequin, directeur artistique, et Céline Murat, qui est notre programmatrice Doc Circuit Montréal et qui fait aussi partie du comité de programmation RIDM. Donc, oui, j'ai imprimé des trucs en bleu très foncé, donc je ne vois plus très bien. Alors, tout d'abord, l'identité de l'année que vous voyez en arrière de moi, c'est Studio Caserne qui l'a réalisé, ceux qui avaient fait notre affiche pour le 20e l'année passée. Et la bande-annonce du festival, quant à elle, que vous allez voir sous peu, c'est une création de Joanne Géa, qui est une de nos anciennes collègues, et elle est présentée par Postmoderne. Donc, take it away, Bertrand. Et donc, cette année, les prix. On en remet 11 comme l'an passé, mais on a quelques changements. Donc, le Studio Saint-Antoine devient présentateur du Grand Prix de la compétition nationale long-métrage. Et j'aimerais aussi remercier les partenaires qui nous accompagnent depuis de nombreuses années sur les autres prix. Donc, Bell Media sur la compétition internationale long-métrage, Postmoderne sur le meilleur espoir Québec-Canada, Télé-Québec sur la compétition court et moyen-métrage national et TV5 qui est notre partenaire sur le prix du public. Le jury des détenus est de retour pour une 8e année et sera remis par 6 détenus de l'établissement pénitentiaire de Joliette. Le jury des étudiants sera remis par 6 étudiants de niveau cégep et les cégeps participants cette année, le cégep André Laurando, Marie-Victorin, Édouard Montpetit, cégep de Maisonneuve, cégep Saint-Laurent et une nouveauté cette année, le cégep Dawson. Une autre nouveauté du côté du jury étudiant, le prix, du jury étudiant, nous avons Desjardins comme partenaire grâce au soutien de la Caisse des Jardins du Quartier Latin de Montréal et la Caisse des Jardins du Plateau Mont-Royal. Donc, un grand merci à tous nos partenaires sur ces prix. Cette année encore, les RIDM et DCM font venir au festival plus de 75 décideurs, c'est-à-dire des programmateurs, des acheteurs, des distributeurs de partout dans le monde. Et on s'assure qu'il y en ait toujours sur tous nos jurys, afin de favoriser le rayonnement de nos créateurs. Donc, cette année, nous avons entre autres des représentants de FID Marseille, le quotidien mexicain La Jornada, CPH Docs, DocFest Munich, Museum of the Moving Image, et vous pouvez les voir tous en arrière de moi pendant que je parle. Je cède maintenant la parole à Céline Murat, qui va vous dévoiler la programmation de la 14e édition de Doc Circuit Montréal. Merci Mara. Donc, bon matin tout le monde. Cette année, Doc Circuit Montréal, c'est un forum de 5 jours, composé de panels, conférences, ateliers, pitch et laboratoires de réflexion avec notre milieu professionnel pour encourager la pérennité du métier de cinéaste documentaire. Comme tous les ans, DCM commence avec le Talent Lab. Cette année, on a reçu plus de 80 soumissions pour le Talent Lab, pour 20 places, et avons réservé en plus des fauteuils pour des cinéastes émergents invités par le Wapikoni, le Marché Frontières, la résidence d'artistes Prime Périphérie, le festival Imaginative et le centre Union Docs à New York. Pour la 4e année, la bourse canadienne de développement de 10 000 $ sera remise à un projet. Et pour la première année, le studio francophone de l'ONF suivra un projet de la cohorte, également en développement, pour une valeur de 9 000 $. Je suis vraiment fière de pouvoir dire que cette année encore au festival, il y a des projets qui ont été développés pendant les anciennes éditions du Talent Lab. Le Fonds Bell, qui nous accompagne depuis longtemps déjà, nous fait confiance pour la 2e année en soutenant le Lab des producteurs qui parsème la programmation. D'ailleurs, cette année, DCM se concentre vraiment sur le métier de producteur et à la coproduction. On a commencé cet été en partenariat avec la SODEC par le SODEC Lab Coproduction Documentaire, où 6 producteurs et productrices du Québec sont partis à Sunnyside of the Doc. Je suis aussi contente d'annoncer l'échange Québec-Bavière, de coproduction documentaire aussi, un échange de 2 ans avec DocFest Munich, soutenu par le ministère des Communications et de la Culture, pour encourager 3 producteurs de chaque région à la coproduction avec des ateliers fermés et du réseautage dans chaque festival. L'appel à soumission est encore ouvert, by the way. En plus des producteurs internationaux qui seront donc présents au forum, nous accueillons aussi cette année le congrès de l'Alliance des producteurs francophones du Canada,
avec plus de 30 producteurs de partout à travers le pays qui seront présents à DCM. Nous organisons donc un grand déjeuner de coproduction pour encourager le réseautage et aussi un grand atelier sur la coproduction avec le Canada qui regroupe tous les experts et expertes de la coproduction locale et internationale. Notre conférence d'ouverture cette année, ce sera Madame Catherine Tate, directrice générale de CBC Radio-Canada, en conversation avec Monique Simard, membre fondatrice des RIDM et présidente du conseil d'administration du Fonds québécois, et ils aborderont ensemble la vision de Radio-Canada pour les 5 prochaines années. Bien sûr, les incontournables DCM reviennent, le Pitch Cuban Hat, avec cette année plus de 50 000 $ de prix en argent et services offerts par 19 partenaires. Il y aura 6 projets en compétition. La journée du face-à-face, bien sûr, et Mara d'ailleurs, ce n'est pas 75 décideurs, mais 80 décideurs, de plus de 10 pays, avec des nouveaux décideurs internationaux qu'on a invités, dont de nouveaux distributeurs qui aiment beaucoup le documentaire d'auteur, Doug Wolf, Taskovsky Film, Women Make Movies, Singular DTV, des nouveaux fonds, Tribeca Film Institute, le Points North Institute, de nouveaux festivals, le Festival international du marché francophone de Namur, BAFICI, et cette année aussi des marchés d'industrie, mes homologues, le Doc Corner de Cannes, FIPADOC, FitLab et le marché Frontières. On a aussi des nouveautés à DCM cette année, les cliniques pratiques sur le contrat et le crédit d'impôt, parce qu'on ne l'apprend jamais assez, le panel VRRV sur le financement, le développement, la mise en marché de projets de réalité virtuelle, en collaboration avec l'Institut Goethe et NUTEC. Cette année, un nouveau pitch, le pitch Balado, avec ici Radio-Canada Première, 6 projets de balado présentés devant un jury d'experts et le public DCM. Et encore, une session de recherche et développement sur l'utilisation des neurosciences et des données biométriques qui vont bousculer la manière de produire, distribuer et promouvoir le cinéma. DCM aborde les questions de pérennité du métier de création documentaire par des conférences qui s'intéressent à toutes les façons d'en faire, que ce soit le contenu inclusif avec Ami Télé, la série documentaire d'auteur, la balado-diffusion documentaire, la diffusion en ligne au Québec avec Tout.tv, la Fabrique culturelle Urbania, que ce soit la technologie blockchain. On va vraiment parler de toutes les nouvelles voies de création, de financement, de production et de distribution ouvertes à nous aujourd'hui. Je suis aussi contente d'annoncer que DCM est maintenant partenaire de Téléfilm Canada pour le programme Talent en vue dans le volet festival. Donc en tout et pour tout, 33 activités en 5 jours et des projets à long terme pour le documentaire, pour cultiver le talent d'ici, encourager les nouvelles avenues de création, la collaboration et l'ouverture vers le monde. Voilà, je passe la parole à Bruno, qui va vous dévoiler l'étonnante programmation RIDM cette année. Avant de parler des films, quelques petits mots d'introduction. Chers journalistes et cinéastes, comme vous le savez bien, les événements culturels sont fragiles. Avant toute chose, afin d'assurer la pérennité des RIDM et par la même occasion de nous ancrer au cœur d'une des seules idéologies véritablement perceptibles de notre nouveau gouvernement, je tiens à déclarer sous serment que le festival possède une grande qualité de management, ou gestion en français. Je sais bien qu'une telle déclaration peut vous sembler excessive et superflue, mais depuis l'abandon par le Canada de Michaël Jean, je jure plus de rien. Quelle sera la prochaine nouvelle improbable? La disparition du PQ peut-être? 2018 aura effectivement marqué pour beaucoup d'entre nous la fin des certitudes. Voici quelques-unes des grandes surprises, bonnes ou mauvaises, je vous laisse choisir, des derniers mois. Il est apparemment possible en tant que gouvernement d'acheter un pipeline tout en s'affichant écologiste. Le chapeau colonial est à nouveau à la mode pour les visites en Afrique. Le FFM, Festival des films moyens, a eu lieu, encore une fois. L'ex-dragon François Lambert peut nourrir une famille pendant 2 semaines avec 40 $ et 3 côtes de porc bien marinées. Iggy Pop est toujours en vie, croyez-le ou non. Et en écho à l'avant-dernier point, les dragons de Radio-Canada peuvent être malhonnêtes. Que faire face à ce monde toujours plus incompréhensible, alors que trop de gens, à l'image des députés libéraux actuels, tentent de trouver des réponses, ou dans le cas d'Alexandre Taillefer, lui-même ex-dragon, semble les avoir. Les RIDM vous proposent pendant 10 jours des œuvres qui questionnent, interrogent ou tout simplement écoutent. Des films qui, nous le savons, sont à contre-courant des tendances actuelles. Quelles sont ces tendances? Dans, je cite, Vincent Guzzo, Populaire, titre d'un indispensable entretien récent de Marc Cassivi publié le 9 octobre dernier dans la presse, afin de célébrer son inclusion, l'inclusion du spectaculaire exploitant de salle dans la version canado-canadienne des Dragons, parce que vous voulez, les Dragons vont revenir souvent. Ce dernier déclarait « Moi, j'ai pas de problème avec les films d'auteur, j'en regarde des films italiens ou français de France. Le problème, c'est que c'est pas ça que le monde veut. » Encore une fois, un dragon plein de certitudes.
Eh bien justement, les RIDM peuvent être perçus comme un combat contre les dragons, une chasse aux dragons, si vous voulez. Un 11 jours de film, 157 pour être précis, et de discussions que ces gens imaginaires ne veulent pas voir ni avoir. Des films étrangers, des films québécois et canadiens, des films sans vedette, des films de femmes, des films parfois longs, des films drôles, mais souvent plutôt sérieux. Bref, des films sans dragons. Je pense que vous commencez probablement à remarquer une certaine irritation ici, qui font tout en leur pouvoir pour ne pas nous donner de réponse, mais plutôt ébranler nos certitudes. Une approche que certains, que je ne nommerai pas, vous vous reconnaîtrez, qualifieraient de moins digeste, mais qui, selon nous, est d'une importance capitale, en particulier concernant le cinéma documentaire. Ne croyez jamais un documentaire qui vous lance des affirmations sur le monde, ça c'est règle numéro 1. Avant de faire un bref tour d'horizon de notre sélection, un grand merci donc aux artistes du réel qui nous inspirent, et un dernier mot de précaution à l'égard de nos chers nouveaux dirigeants. Ne vous inquiétez pas, tous nos invités internationaux ont un billet aller-retour. On vous l'a dit, il est très très bien géré ce festival. Passons maintenant au film d'ouverture, What Walla Wants, le rêve de Walla. D'ailleurs, s'il y en a une qui a des gros problèmes avec le management, c'est bien Walla. Protagoniste inoubliable de notre film d'ouverture, également en compétition nationale, réalisé par la Canadienne Christy Garland, ce portrait d'une jeune Palestinienne à la fougue sans égale et à la langue bien pendue nous invite à observer de l'intérieur les tensions familiales et sociales de la société palestinienne, tout en faisant la preuve apparemment si improbable qu'une femme voilée peut devenir une bonne policière. À noter que, lors de la soirée d'ouverture, le film sera précédé du court-métrage Printemps Nord, réalisé par Jean-Jean dans le cadre de la résidence Regard sur Montréal. Et en clôture, on est très heureux d'avoir le film John McEnroe, L'Empire de la Perfection, un film sur un autre protagoniste hors norme qui est une légende du tennis au comportement imprévisible, puisqu'il détestait à la fois ses adversaires, les arbitres, les spectateurs et les journalistes. Bref, une sorte de Serge Lozic, mais avec le génie en plus. McEnroe devient le sujet d'un film essai de Julien Faro qui perce le mystère de l'homme tout en réfléchissant au rapport entre sport et cinéma. Pour tous ceux qui un jour ont rêvé de voir McEnroe au ralenti sur fond de Sonic Youth, inscrivez la date à votre agenda. On va regarder maintenant les bandes annonces ouverture-clôture. Comme chaque année, le festival est divisé en films qui sont en compétition et les films qui sont hors compétition. On va maintenant passer à la présentation des films en compétition internationale et nationale. Cette année, les films de nos compétitions sont clairement marqués par des regards rétrospectifs vers le passé pour mieux comprendre le présent, par des fulgurances du présent pour mieux annoncer l'avenir, et par des sauts dans le futur pour mieux symboliser le présent. Bref, comme le dirait Bertrand, notre cher directeur de production, perplexe devant tant de paradoxes spatio-temporels, c'est un peu retour vers le futur chez les intellos, votre truc. Tu as bien raison, Bertrand. Je vous donne quelques exemples. Dans l'original Yours in Sisterhood, des femmes contemporaines lisent le courrier de lectrices d'une revue féministe américaine des années 70 afin de réfléchir sur l'évolution de la situation de la femme depuis 50 ans. Dans le terrifiant et tristement apocalyptique Of Fathers and Sons, nous sommes plongés dans le quotidien plus que troublant d'une famille de rebelles syriens islamistes, témoins malgré nous de l'impossible innocence de jeunes garçons nés pour perpétuer un cycle de haine infinie. Dans l'inquiétant et parfois désopilant Empty Metal, nous suivons le parcours d'un groupe punk queer new-yorkais engagé par des militants radicaux au pouvoir télépathique pour assassiner des policiers responsables de bavures. Toujours dans le domaine semi-fictif, dans Retour à Genoa City, les personnages des Feux de l'amour finissent par dialoguer avec le grand-père du cinéaste et deviennent les témoins improbables et pourtant si évidents du passage du temps. Dans La Rivière Tanier, une sublime animation permet de ressusciter les souvenirs d'une grand-mère mauricienne atteinte d'Alzheimer. Dans Hell County, This Morning, This Evening, une communauté afro-américaine est filmée comme jamais entre fragments du présent et réflexions cosmologiques. Bref, comme si Terrence Malick avait décidé d'arrêter de filmer l'angoisse de bourgeois blancs un instant pour faire quelque chose de plus important. Dans Secunda Ves, présent et passé se confondent brillamment afin de rendre compte de l'impact d'une figure majeure de l'avant-garde en Argentine qui était responsable entre autres de la percée de la pensée lacanienne là-bas. Dans Between My Flesh and the World's Fingers, une auteure américaine féministe et queer avant l'heure reprend vie sous nos yeux. Dans Goulia Bani, c'est littéralement l'esprit d'un fantôme turc qui nous invite à vivre simultanément plusieurs époques pour témoigner de la répression gouvernementale. Enfin, dans Dreaming Murakami, à partir du moment où la traductrice du célèbre romancier japonais est suivie pas à pas par une grenouille géante, on ne sait plus trop quoi penser à ce moment-là. À noter que, enfin, plusieurs films se complètent. Ainsi, il y a 4 films, par exemple, qui portent sur la Palestine spécifiquement, 2 qui portent sur le Pakistan, et 1, Le Voyage mental, 4 Years in 10 Minutes, qui est probablement la pire publicité jamais réalisée pour l'alpinisme et l'appel du plein air. Au sein des compétitions nationales, un phénomène que nous avons
avions observé depuis plusieurs années se confirme définitivement. Un grand nombre de nos artistes filment à l'étranger, avec brio d'ailleurs. Pour combien de temps encore? Ça va peut-être dépendre des actions à venir de la coalition Gestion Québec. En attendant, toujours est-il que les regards que portent nos cinéastes en compétition sont aussi diversifiés que pénétrants, et je tiens à mentionner une initiative débutée cette année, seront tous précédés d'un court-métrage de l'année du Wapikoni Mobile. On passera ainsi des symphonies audiovisuelles 2022 Oméga et symphonies en aquamarine, superbement tournées à travers le monde, et tristement assurées de ne jamais jouer au 10-30, au portrait intime de Ziva Postek, la monteuse de Shoah, longtemps restée dans l'ombre du si agréable et humble Claude Lanzmann, d'un huis clos avec Dominique Batraville, poète haïtien dans les flâneries du Voyant, un voyage nocturne au cœur du célèbre quartier grec Ezarkia, en passant par un village kurde en Turquie, entièrement géré par les femmes dans Ralco, je le prononce probablement mal, et, non, c'est pas ça, okay. Et une famille iranienne spécialisée dans le tissage traditionnel de tapis dans Zagros. On a aussi l'odyssée crépusculaire d'une ambition et d'une intelligence rare sur les meurtres au Mexique, Soleil Noir, une relation complexe entre deux sœurs israéliennes dont l'une a décidé de vivre dans un couvent dans Sister's Song, un docu-fiction dans lequel Pascal Bussière devient Emmanuel Schwartz, à moins que ce dernier n'ait toujours été Pascal Bussière, vous découvrirez ça dans Impetus. En fait, seul Jean-François Kessy n'a pas quitté le territoire pour faire premières armes, sa plongée inoubliable dans un centre de formation de l'armée canadienne, mais il faut bien dire qu'après avoir fait son film précédent sur sa propre école secondaire, c'est un grand voyage pour Jean-François. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi Interchange, essai entre philosophie et sociologie et urbanisme, dans lequel Brian Cassidy et Mélanie Chatsky ont tout simplement visité un autre quartier de Montréal, donc on est encore plus proche. Je vous invite maintenant à regarder la bande d'extraits des films en compétition. Passons maintenant à travers une partie des films des sections hors compétition, donc le panorama. Le panorama comporte 6 sections, dont une interactive dont Mara va vous parler dans quelques instants. À ne pas manquer, pour compléter notre clôture sportive, on a d'autres films sur le sport, dont Football Infini de Corneliu Porumboiu et Over the Limit. L'un est une fable pince sans rire roumaine et l'autre un film à l'accès troublant sur l'entraînement d'une gymnaste russe. Petit indice, c'est pas le fun d'être une athlète russe, mais si vous le saviez pas. Malgré les difficiles entraînements, c'est plus sympa d'être un jeune danseur des petits ballets, comme on peut le voir dans Point d'équilibre, ou encore un membre de l'Orchestre métropolitain de Montréal, comme le démontre Ensemble. Tant qu'à parler de musique, je m'en voudrais de ne pas mentionner du Tehuacán à l'électro, la version Director's Cut, qui fait le portrait inspirant de 3 artistes passionnants de la scène musicale. Pour tous ceux qui questionnent le fonctionnement de nos sociétés démocratiques, What is Democracy? Une réflexion ample sur l'état de nos systèmes politiques et d'une possible mobilisation citoyenne, qui devient d'ailleurs le sujet de Avec un sourire la Révolution, suite des aventures d'Alexandre Chartrand en Catalogne. Pour rester dans la politique, si vous pensiez que Trump est un précédent inquiétant, rassurez-vous, les très fiables Autrichiens avaient déjà fait le coup, avec beaucoup plus de nazis, mais aussi plus de classe, dans la valse Waldheim, sur l'un des plus principaux et plus controversés présidents de l'Autriche dans les années 80. La dernière semaine, Banksy a remis une nouvelle fois sur la table la question de la valeur d'une œuvre d'art. 3 de nos films portent justement sur cette question, The End of Fear, The Proposal et Stealing Rodin, avec une mention quand même particulière pour ce dernier film, Stealing Rodin, qui est un film jubilatoire sur le vol et le retour le lendemain d'une statue de Rodin au Chili. Tant qu'à parler de statue, pourquoi ne pas mentionner l'Apollon de Gaza, enquête passionnante de Nicolas Vadimov sur la disparition d'une statue au large de Gaza. Je voudrais aussi mentionner 2 portraits de femmes inoubliables. Un, On Our Shoulders, fait le portrait de Nadia Mourad, survivante du peuple yézidi, qui, si vous ne le savez pas, vient de recevoir le prix Nobel de la paix. C'est un film qui la suit vraiment pendant 1 an au complet, quand elle fait le tour du monde, justement, à travers de multiples conférences. Il y a également l'autoportrait My Dearest Sister, qui porte sur l'oppression familiale et sociale que subissent les femmes japonaises, et qui est réalisé par une cinéaste de Montréal. 3 films sur des pans oubliés de l'histoire, aux approches totalement disparates. Bisbee 17, dans lequel on mélange reconstitution et réalité, passé et présent, pour évoquer une déportation forcée de mineurs en 1917 au Texas. Les âmes mortes, le déjà fameux dernier film de Wang Bing, une œuvre fleuve de 8h15, sur les survivants des camps de rééducation chinois. À mentionner, bon, le film fait à 8h15. On va le présenter sous 2 formules. L'une qui va être intégrale, 8h15, toute votre journée.
avec une pause. Le film est scindé en deux, donc il y a une pause à 4h07 bien exactement pour pouvoir dîner, et une autre formule sur 2 soirs d'affilée. Memories of Homeland, film à la fois personnel et très documenté de Jonathan Durand sur la déportation de jeunes Polonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parfois, c'est pas l'histoire, mais la réalité du présent lui-même qui est trop souvent occultée. Un exemple, le film Les Coasters, qui est un des rares films portant sur les communautés de la Basse-Côte-Nord et qui va organiser son propre party Côte-Nord avec des chansonniers puis plein de trucs, ça va être le fun. 2 films miroirs, Lost Warrior et Ma guerre, l'un sur les Occidentaux qui se portent volontaires pour combattre l'État islamiste, c'est le film de Julien Fréchette, et l'autre sur un jeune qui tente de refaire sa vie après avoir été brièvement membre de ce même groupe, l'État islamique. Enfin, un film ovni, Beautiful Things, peut-être le film le plus impressionnant d'un strict point de vue visuel et sonore de la sélection, tourné sur plusieurs continents et monté comme une symphonie sur la solitude des êtres qui participent à la création du consumérisme de notre époque. Je sais, ça a l'air très flou, mais vous verrez, vous allez voir un extrait. Et je le mentionne en dernier, en fait, parce que comme tout est dans tout, un peu comme les dragons, ce film est accompagné d'une version en réalité virtuelle présentée au sein de notre section UX Doc, dont Mara va vous détailler la programmation dès maintenant. Magnifique segue, Bruno. Donc, dans la section UX Doc, qui continue de promouvoir des expériences interactives et virtuelles à travers 7 projets cette année, aussi politiques que ludiques, nous avons 4 projets de réalité virtuelle, 310, qui est une plongée dans le quotidien des adolescentes hébergées au Centre Jeunesse de Laval et qui est aussi une co-création avec ces mêmes adolescentes. Il y a aussi Bidaban First Light, une vision éco-futuriste d'un Toronto redevenu Takarondo. Bruno m'a dit de vous dire que c'était comme 12 Monkeys, mais en positif. The Noise, un compagnon immersif du long-métrage Beautiful Things dont Bruno vient de parler, et Disappearance Hong Kong Stories, un court-métrage en 360 au cœur de 3 quartiers de la célèbre métropole. Nous avons ensuite 2 projets web, Culte, lecteur sous influence, qui est un projet interactif de courts films d'animation pédagogique sur des œuvres littéraires marquantes. Donc, on va derrière l'œuvre marquante. The Human Link, qui est un site documentaire interactif qui propose d'aller à la rencontre des défis et des espoirs d'individus du monde entier. Et nous avons un jeu atypique, Universal Paperclips, qui est un jeu vidéo minimaliste fondé sur une prémisse inévitable, et si la production automatisée de trombones finissait par générer une guerre intergalactique. Encore une fois, notre directeur de production, Bertrand, s'est prêté au jeu et a passé 8 heures de sa fin de semaine. Il a réussi à faire exploser la galaxie. Donc, la section UX Doc est présentée par le Fonds des médias du Canada et coprogrammée cette année avec Mutech en la personne de Katharina Messner. La salle sera gratuite cette année. Par contre, les navigations assistées sont payantes et elle sera dans la salle Raoul Barré, juste ici en haut. Et pour conclure sur les sections hors compétition, 2 rétrospectives cette année. L'une de Maria Augusta Ramos, qui est revenue à l'avant-plan cette année avec son film The Trial, un thriller juridique haletant qui retrace le portrait pour destitution de Dilma Rousseff. C'était l'occasion rêvée, si on n'habite pas au Brésil, pour souligner le travail remarquable de cet artiste profondément engagé qui observe et décortique le fonctionnement de la société brésilienne depuis plus de 15 ans, à l'aide de films aussi passionnants qu'originaux. Cette rétrospective sera accompagnée d'une leçon de cinéma. Et deuxième rétrospective, Kazuhiro Soda. Depuis 2007, Soda a autoproduit et réalisé des documentaires selon des règles très strictes héritées de la tradition du cinéma d'observation. Pour la plupart inédits à Montréal, en fait, il y a juste son film, comment il s'appelait encore ? Oyster Factory, qui avait été présenté au Festival du Nouveau Cinéma il y a 3 ans. Allez. La plupart sont inédits à Montréal et il nous plonge avec poésie et humour au cœur du quotidien souvent désenchanté d'une société japonaise en pleine mutation. Il est reconnu comme le plus important documentariste japonais contemporain et il accompagnera sa rétrospective d'une leçon de cinéma aussi, et c'est vraiment pour les amateurs de culture japonaise et de chats, parce qu'il y a beaucoup de chats dans les films. On va vous présenter maintenant les extraits des sections panorama. Comme chaque année, en plus des différentes sélections, on a ce qu'on appelait des activités parallèles, mais ça semblait flou, alors on a trouvé un terme encore plus flou, intersection. Donc cette année, intersection, c'est tout ce qui n'est pas projection de la sélection officielle, je crois. Ça se dit Crossroads en anglais, ce qui est très très cool. Et là-dedans, on a des projections spéciales, entre autres, en collaboration avec d'autres organismes, notamment un focus sur Rick Prelinger, qui est un chercheur et collectionneur américain, qui permettra de découvrir et d'approfondir sa démarche unique
Et c'est quelque chose qui était là, ça va avoir 3 projections plus une leçon de cinéma. Et c'est fait en collaboration avec le LabDoc de l'UQAM et aussi Vidéographe qui a préparé un programme de court-métrage canadien et québécois sur les États-Unis. De retour cette année aussi, la séance d'écoute, donc une séance d'écoute publique en collaboration avec le collectif Soirée d'écoute, Choc et Prime. C'est la pièce sonore belge Le Demi-Grand Cœur de Michel Berger qui sera présentée. En début de séance, les 3 courts-métrages lauréats du concours Le Réel à l'écoute seront également présentés. Alors, toujours dans la même section intersection, pour souligner les 35 ans de Doc Organization of Canada, Doc Québec, donc le chapitre québécois, nous offre, ou en fait vous offre au public RIDM 3 projections gratuites à la Grande Bibliothèque. Donc ce sera Le Confort et l'Indifférence de Denis Arcand, Manufacturing Consent, Noam Chomsky and the Media de Mark Akbar et du regretté Peter Wintonic, et Undying Love de Hélène Klodowski. Donc ces 3 films seront présentés en présence de leurs réalisateurs. Les séances famille sont de retour avec une séance le premier samedi à 10h et une deuxième le deuxième dimanche à 14h. Cette année, le programme a été élaboré par le Carrousel international du film de Rimouski. C'est donc une programmation de court-métrage d'animation dédiée aux 6 ans et plus. C'est ici même à la Cinémathèque. Et la thématique cette année, très à propos, l'environnement. La soirée de la relève Radio-Canada est de retour, animée par Mathieu Dugal cette année encore. Ce sera 8 courts-métrages et un prix sera remis à l'un des réalisateurs ou l'une des réalisatrices par un jury. Il y aura en première partie de cette soirée de la relève une entrevue live en bon français avec Alexandre Lefebvre qui est le gagnant de l'année passée et je crois même qu'il y aura des extraits de ce qu'il a créé avec Radio-Canada. On collabore pour une deuxième année avec Media Queer et Jordan Arsenault pour une séance spéciale qui sera une sélection de vidéos de femmes et de vidéos queer de 1990 très précisément, donc films québécois et canadiens. Je repasse maintenant la parole à Bruno. Pour la première fois, les RIDM proposent, grâce au Conseil des Arts du Canada, je crois, 3 ateliers spéciaux. Dans le cadre de notre édition. C'est des ateliers professionnels ouverts au public également, qui partent d'une prémisse qui est 50 ans après 1968, quels sont les enjeux auxquels font face les cinéastes documentaires lorsqu'ils filment et réfléchissent à la représentation de mouvements de révolte ou font des films à l'intérieur de zones de conflit. Il va y avoir donc 3 ateliers, un documenter un travail à haut risque, l'autre la loi des images et le dernier esthétique et analyse de la révolution. Ce seront des ateliers modérés par la déjà honorable, malgré son jeune âge, Charlotte Selb, avec des invités nationaux et internationaux. On a également cette année à nouveau une projection débat. D'habitude on en a 2, cette fois-ci on en a vraiment une qui va porter autour de l'urbanisme et de la place des femmes dans le milieu de travail et qui suivra la seconde projection du très beau film Rêveuse de ville de Joseph Hillel qui porte spécifiquement sur les pionnières de l'urbanisme, architecture et qui ont toutes commencé à travailler, notamment Phyllis Lambert par exemple qui est dans le film, il y a de nombreuses années. Une discussion sous forme de table ronde va également mettre en scène des experts qui pourront discuter en profondeur de la crise que connaissent actuellement les démocraties. Donc ça c'est en lien avec aussi le film What is Democracy que j'ai mentionné précédemment. Oui, donc toujours dans les activités gratuites, on a un entretien avec l'INIS Montréal Inédit où l'INIS présentera des courts-métrages issus de son micro-programme de formation réalisé un documentaire. Après la projection, il y aura une discussion entre les artisans et Pierre Roule, le formateur responsable de ce micro-programme. Sinon, une autre activité pour le podcast. Donc, Urbania et l'UQAM présentent les résultats du Lab Urbania à l'UQAM, un laboratoire d'exploration médiatique. Et donc, 2 épisodes du balado Grosse tête du crime seront présentés en présence des étudiants et étudiantes qui les ont réalisés. Sinon, maintenant, passons aux informations pratiques. Donc, le QG Quartier Général sera ici même à la Cinémathèque québécoise pendant toute la durée du festival. Le foyer Luce Guilbeault devient le foyer RIDM avec un bar ouvert tous les jours. Et nous avons, oui, une partie importante quand même. Donc, la salle principale, cette salle-ci,
sera rebaptisée la salle Canal D pendant le festival. Et à l'extérieur, dans le foyer FDM, on aura l'espace Planète Plus avec un jeu qui permettra de tester votre quotient télévisuel. Sinon, la salle Norman McLaren devient notre salle de spectacle, donc avec les traditionnelles soirées Beatdogs presque tous les soirs du festival, en collaboration entre autres avec Blue Skies Turn Black, Pop Montréal et M pour Montréal. Et le premier samedi, on collabore pour la première fois avec Never Apart, qui a concocté un show de drag queen pour complémenter le film The Gospel of Eureka. Et donc, la soirée est nommée The Gospel of Eureka, The Afterlife Party, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, j'aimerais prendre le temps de remercier nos partenaires et collaborateurs. Les partenaires, c'est vraiment les institutions, les compagnies, les gens qui nous permettent de mettre sur pied le festival et qui, année après année, nous accompagnent. Donc, le gouvernement du Québec, le ministère de la Culture et des Communications, la SODEC, le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, le gouvernement du Canada, Téléfilm Canada, le Conseil des arts du Canada, le Bureau des festivals et événements culturels de la Ville de Montréal et le Conseil des arts de Montréal. Merci à nos partenaires principaux, Bell Media, Canal D, le Fonds des médias du Canada, TV5, Télé-Québec, Factor, la CSM, Radio-Canada, le Rogers Documentary Fund, le Fonds Bell et Doc Québec. Merci aux salles, donc le Cinéma du Parc, la Cinémathèque québécoise, l'Université Concordia, le Cinéplex Quartier Latin, et même si nous avons perdu la Jean-Claude Lauzon, qui est un trou béant, comme vous avez pu voir, nous avons 2 nouvelles salles cette année, donc le Cinéma du Musée et le Cinéma Moderne. Donc on est très heureux d'être là. Merci à Pixelex qui s'occupe de nos relations de presse et aux médias qui nous aident à faire connaître le festival. Les passeports sont en vente, donc quand même 120 $ pour 150 films, c'est pas si mal. Les billets individuels, oui, seront en vente dès 13h aujourd'hui sur notre site web, sur lequel vous pouvez aussi vous faire un agenda personnalisé pour ne rien manquer. Notre billetterie centrale sera ici même à la Cinémathèque québécoise. Et donc, maintenant, j'inviterai les gens, en fait les artisans et réalisateurs, réalisatrices de cette édition à sortir de la salle tout à l'heure avec tout le monde et de s'en aller à l'entrée de la Cinémathèque québécoise. Nous allons faire une photo avec vous tous pour se souvenir de cette magnifique édition. Et donc, on espère vous voir en grand nombre dans toutes nos salles et à toutes nos activités un peu partout. Et j'aimerais prendre le temps de remercier une équipe fantastique, donc l'équipe RIDM et DCM, non seulement celle de cette année, mais celle de nombreuses années passées. Il y en a beaucoup dans la salle qui nous accompagnent toujours, puis ça fait toujours chaud au cœur de les voir ici. Donc, pardon, c'est pas terminé, ça a l'air de terminer. Il manque, en fait, pour ceux qui ne pourraient assister au festival pour diverses raisons, grâce à plusieurs de nos partenaires, il y aura un festival au-delà du festival. Donc, la soirée de la relève Radio-Canada, tous les films se retrouveront sur Ici Tout TV du 12 au 25 novembre. Les courts et moyens-métrages Wapikoni, présentés devant la sélection nationale, seront sur la Fabrique culturelle du 26 novembre au 9 décembre. Et notre sélection nationale sera sur Festival Scope dès la fin du festival. Et en décembre, nous aurons une sélection de films d'édition passée sur la chaîne YouTube, encore plus du Fonds des médias du Canada. C'est maintenant les croissants. Merci beaucoup.